Notre prochain cas est un patient de 65 ans, aux antécédents d'épithélioma du côlon gauche PT3N0 opéré en 2011 avec chimiothérapie adjuvante. En mai 2015, il a eu une coloscopie de surveillance qui a permis la résection d'un adénome sessile du côlon transverse en dysplasie de haut grade. En janvier 2021, une nouvelle coloscopie montre une LST du transverse droit, faisant poser la question d'une éventuelle récidive de la lésion réséquée en 2015. Les objectifs pédagogiques sont de caractériser une LST, de discuter des modalités de résection de ce type de lésion et enfin de discuter de la surveillance. Pour ce cas, les opérateurs sont le docteur Olivier Grenier et le docteur Irina Tchoumak. Chez ce patient qui est adressé donc pour la résection d'une lésion présumée type LST du côlon droit, je dois dire que la première des choses, c'est qu'il n'a pas une coloscopie de bonne préparation avec un Boston a priori plutôt à 5-6. Alors on est bien d'accord que sur une coloscopie dépistage, ça serait tout à fait insuffisant et qu'il faudrait absolument reprendre la coloscopie. Là, manifestement, ce patient a eu quand même une coloscopie de bonne qualité initialement. Donc voilà, je vais éviter de lui qu'il soit venu pour rien. On va faire un lavage vraiment abondant. Et puis le temps qu'on se remette en position devant la lésion, on vous propose peut-être une petite mise au point sur les LST, les classifications des LST, si vous êtes d'accord, et on se retrouve tout de suite après. Donc on va s'intéresser à l'analyse et à la classification des LST. Donc qu'est-ce qu'une LST? Une lateral spreading tumor, lésion polypoïde à extension latérale avec une taille de lésion supérieure à 20 mm. Ces lésions qui se trouvent à l'étage colorectal nécessitent un diagnostic endoscopique précis, une lecture endoscopique de qualité afin d'obtenir un diagnostic quasi histologique au moment de la lecture, et ce grâce à plusieurs outils techniques disponibles de nos jours, à savoir des endoscopes à haute définition, utilisation de capuchons, de chromo-endoscopie ainsi que de lavage. L'intérêt de cette lecture endoscopique précise est d'utiliser et de proposer la meilleure prise en charge de ces lésions, puisqu'on sait qu'en fonction de leur aspect macroscopique, il faudra soit prioriser une résection en monobloc, soit opter sur la résection en piecemeal. Il est bien évidemment nécessaire d'avoir tous les outils à disposition et les connaissanses théoriques qui sont en France enseignées au cours du DU d'endoscopie diagnostique avancée à Nantes. Enfin, notez l'aide indéniable apportée par l'intelligence artificielle qui sera bientôt disponible de façon un peu plus répandue et courante. Donc pour en revenir à l'analyse de ces lésions, l'analyse primordiale est celle de l'aspect macroscopique, tel que préconisé par l'ESGE en 2017. Donc l'aspect macroscopique, savoir si la lésion est granulaire ou non granulaire. Le caractère homogène d'une lésion granulaire est plutôt prédictif d'un faible risque d'invasion en profondeur et va permettre une résection en piecemeal. Le caractère nodulaire est un petit peu plus inquiétant puisqu'on sait que la présence d'un macronodule, à savoir un nodule de plus de 10 mm, va amener un risque d'invasion en profondeur de 18%. Les lésions granulaires à centre déprimé et les lésions non granulaires pseudo-déprimées ont quant à elles des risques d'infiltration beaucoup plus importants et seront récusées à la prise en charge endoscopique. En plus de l'analyse macroscopique de la lésion, il faudra réaliser une analyse microscopique à la fois du pit pattern, donc grâce à la classification de Kudo et à l'analyse du dessin cryptique, mais également du vascular pattern avec la classification de Sano. L'important au niveau de ces deux classifications est la désorganisation architecturale qui sera prédictive d'une infiltration en profondeur. Ainsi, ces différentes classifications sont regroupées dans la classification Connect qui va reprendre l'analyse macro, l'analyse micro, les vaisseaux, les cryptes et établir des catégories de polypes et en fonction de ces catégories, des prises en charge adéquates.
Ainsi, pour résumer, la prise en charge des LST, qui se fait sous CO2, pompe lavage, avec des bistouris, avec une pince de coagulation, des clips à proximité et une équipe gastro-infirmière entraînée, se résume dans ce tableau. Donc pour les LST non granulaires ou microgranulaires, la mucosectomie va pouvoir être possible. Pour les LST macronodulaires, il faudra réaliser une résection monobloc sur le macronodule par mucosectomie ou une dissection sous-muqueuse de l'ensemble de la lésion. Pour les LST avec facteur de risque d'adénocarcinome superficiel, la dissection sera nécessaire. Enfin, les lésions qui seront récusées à la prise en charge endoscopique sont les lésions déprimées, présentant un CUDO 5N, un SANO 3B et une classification Connect 3. On a retrouvé donc après un lavage la lésion, donc vous voyez il y a encore des résidus dessus. Alors effectivement initialement quand on était sur la lésion, on s'est dit que c'était peut-être plus une lésion tout simplement un polype sessile. Et j'essaie de mieux laver pour l'exposer. Voilà. Alors, je suis monté avec un capuchon. Il faut savoir que le capuchon, ça n'aide évidemment pas. Il n'y a pas de bénéfice hein, sur la complétude de l'examen, en tous les cas pour monter. Mais je dois dire que sur ces lésions, c'est quasiment indispensable pour bien les analyser. Alors, vous voyez, c'est une lésion qui occupe à peu près le tiers de la circonférence, qui est donc plutôt effectivement sessile, mais qui s'étend quand même un petit peu, vous voyez, en arrière jusqu'au pli. Donc je pense qu'on peut quand même parler, de LST, qui est donc nodulaire, non granulaire. Voilà, vous voyez que les structures, là on voit bien, donc on travaille toujours en Olympus avec la dernière gamme, donc toujours avec la console EVIS X1. L'intérêt du capuchon là, c'est qu'on peut bien se placer derrière la lésion, plaquer certains endroits, voir au niveau de ce centre qui a l'air un peu, pas vraiment déprimé, mais on peut mieux analyser, puis mettre un peu d'eau pour faire un effet de zoom en fait aussi, Ouais. subaquatique. Alors sachant que souvent l'effet de zoom nécessite quand même d'avoir une bonne préparation parce que sinon on est vite noyé. Donc vous voyez elle saignote un petit peu facilement. Voilà, on va essayer de mieux me positionner là. Vous voyez les cryptes restent conservées. Il n'y a pas de zone a priori avasculaire, mais il faut toujours se méfier. Et là c'est là où le capuchon aide. C'est de déplisser un petit peu les plis des deux nodules. Voilà, on est tout de suite de nouveau embêté un petit peu par les selles. Donc l'analyse macroscopique, la caractérisation macroscopique, c'est fondamental hein, pour par la suite proposer la prise en charge adaptée. Donc c'est dans les recommandations de l'ESGE 2017 sur la prise en charge des lésions colorectales. Là, ça nous permet de voir quand même qu'il y a des macronodules. Donc on sait déjà qu'on est un peu moins bon, qu'il y a plus de risques d'invasion en profondeur. Le caractère hémorragique, c'est sûr que ça aussi, c'est... Oui, alors ce qui est toujours difficile à évaluer parce qu'effectivement, on l'a quand même... on l'a un peu frotté. On l'a un peu frotté. Il n'y avait pas tellement de saignement spontané, quasiment pas à l'arrivée. C'est important aussi de regarder le pied hein, pour voir, vous savez, les capillaires et voir éventuellement des zones de blanchiment. Le chicken skin, c'est ça ? Oui, ce qui ne semble pas être le cas là. Bon, je pense quand même que raisonnablement une résection par mucosectomie semble appropriée. J'ai pas de gros signes d'inquiétude en tous les cas au niveau de cette lésion, mais il va falloir bien faire attention à son caractère. Une fois qu'elle sera déplissée et soulevée, pas hésiter à réexaminer la lésion parce qu'effectivement on peut avoir des surprises. Et puis ça nous permettra de savoir un petit peu si une résection en bloc est envisageable, ce qui là me semble pas tout à fait facile. Hein. Ça va être un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc on va injecter la lésion.
On fera un peu de chromo-endoscopie coloration par la suite quand elle sera un peu déplissée. Ouais. Le NBI, effectivement, c'est bien de le réserver. On peut le faire dès le départ, hein, mais une fois que la lésion est un petit peu déplissée, ça permet d'avoir une analyse un peu plus stricte. Puis bon, il faut souligner la qualité de nos endoscopes haute définition qui permettent d'avoir une lecture assez formidable du dessin cryptique, du dessin vasculaire. Ouais, j'allais dire même sans coloration virtuelle Même en lumière blanche. Ouais. C'est magnifique. On commence à avoir vraiment des images de très très bonne qualité. Voilà, donc toujours, c'est le même principe, on met la lésion à 6 heures. Dans ce type de lésion, vous avez vu, elle est surimplie, donc surtout pas l'injecter devant pour pas la perdre. Voilà, sort l'aiguille. La stratégie d'injection, c'est quelque chose qui est très important dans la prise en charge Vas-y, injecte. des lésions colorectales, parce que c'est sûr que si on commence dès le départ à injecter pas là où il faut, on risque de perdre le bon positionnement de la lésion et de se compliquer la vie. Il faut être assez généreux dans l'injection. Ouais, alors moi c'est pareil, je ne compte pas, je mets ce dont j'ai besoin. Surtout, j'ai pas envie d'être embêté par la lésion sur la face arrière, stop. Donc j'injecte généreusement à l'arrière. Voilà, rentre l'aiguille. Puis initialement, c'était une suspicion de récidive, c'est ça, d'une lésion qui avait été réséquée en 2015. Ouais, donc une petite peur sur le caractère fibreux éventuellement de cette lésion. On va voir comment elle se surélève. Ouais, vas-y, sors. Injecte. Voilà, top. Il y a déjà un truc qui me plaît pas trop, c'est la manière dont ça se soulève là derrière. Donc est-ce qu'il faut injecter dans la lésion moi personnellement ça me dérange pas. Là, bon, vous voyez, ça se soulève à l'arrière, mais pas très bien sur le devant. Donc déjà ça, j'aime pas trop. Vas-y, sors l'aiguille. Vas-y, injecte. Top. Peut-être qu'on aura des difficultés au niveau du centre de la lésion qui n'a pas l'air de se surélever Vas-y, sors l'aiguille. de façon convenable. Vas-y, injecte. Voilà, on est bien généreux, mais on voit que le centre accroche un peu quand même. Hein. Ouais, le centre accroche un peu. C'est pas un très très bon signe. Alors, il y a toujours ce doute effectivement sur le caractère de récidive de la lésion. Vas-y, sors l'aiguille. Injecte. Top. Voilà, donc là, on va se mettre en NBI. Alors, c'est toujours pareil, hein, en NBI, il faut vraiment bien nettoyer la lésion pour avoir une interprétation. Voilà, alors le non-lifting sign, c'est-à-dire le fait que la lésion ne se surélève pas, c'est pas forcément un critère ultra péjoratif en soi, surtout si on suspecte une récidive locale. Cela dit, il faut bien sûr en tenir compte. Je vois pas de zone, j'ai pas vu de zone franchement avasculaire. Parce que le caractère à retenir pour les risques de dégénérescence en profondeur, c'est surtout la perte de la régularité, que ce soit au niveau du dessin cryptique ou vasculaire. Donc on se sert des classifications de Kudo, de Sano, et puis Connect qui permet de rétablir tous les critères, les rassembler. Donc là on a plutôt un Kudo 4. Voilà, on part sur une lésion 2A, a priori. Hein. Ouais. Tu es d'accord? Ouais, 2A, le centre pseudo-déprimé, c'est peut-être une fausse dépression du fait de la récidive. Hein. Ouais, je pense aussi. Ouais. Voilà, alors, c'est vrai que si j'avais pas cette notion, je me lancerais dans ce cas-là plus dans une dissection. On va réinjecter un petit peu devant. On serait un peu plus sur la réserve. Je serais plus sur la réserve. Bon là, voilà, on va voir comment ça se surélève aussi sur l'avant. Donc clairement,
le monobloc va pas être faisable là. Voilà, sort, injecte, top. Donc là, la stratégie qui s'établit, plutôt en deux coups de pince les deux parties de la lésion, droite et gauche. Ouais, soit on arrive vraiment à... Bien, alors je vais quand même essayer de m'ancrer peut-être derrière, voir un peu ce qu'on arrive à faire. Donc on prendra une once de 20. Vas-y, sors. Alors c'est pareil, hein, sur le nombre d'anses, la quantité d'anses, je pense qu'il faut rester modeste. Hein. Moi je travaille avec 2 anses en général, hein, une de 20, une de 10. Vas-y, sors, on va remettre un coup en arrière. Vas-y, injecte. Voilà, top. Donc, le caractère crénelé, non crénelé de l'anse, ça t'importe ou pas? Il faut une anse crénelée. Plutôt décrénelé pour la muco. Ouais. C'est bien. Non, vraiment, sur le centre, hein, je suis pas très inquiet. Maintenant, bien sûr, on verra l'analyse. Et puis, on va voir un petit peu la manière dont ça se... Mais je pense plus à éventuellement une petite récidive. Vous voyez, c'est pas toujours facile, hein, même en injectant, de bien déplisser une lésion. Il faut vraiment prendre le temps de bien la regarder. Et au moindre doute, évidemment, voilà, reculer et savoir faire une dissection. Je pense que c'est important. Là, honnêtement, il n'y a pas trop de signes d'inquiétude. Voilà, donc on va... Donc la technique de l'ancrage, elle est bien utile pour pouvoir voir les capacités de notre anse, voir si on arrive à l'avoir tu vas sortir en un juste la coup. pointe. Là, a priori, non. Sors un petit peu. Mais au moins, voilà, on peut moduler la forme de notre anse. Un peu plus. Voilà, très bien. Alors, le choix, je vais pas ancrer de manière centrale parce que je pense que de toute façon, je n'arriverai pas à avoir toute la lésion et je serai embêté. Je vais plutôt choisir de le mettre en 2 parties. On commence en bas, là où c'est peut-être plus facile. On est plus en direct. Ouais. Voilà, donc là, tu vas commencer à ouvrir l'anse progressivement. Et donc, on laisse l'anse en s'ouvrant, reculer l'endoscope. Voilà. Vas-y, ouvre l'anse. Voilà, ouvre-toi. Voilà, donc là, elle se déploie bien. Elle se déploie bien. Ce qui est important, c'est de ensuite se remettre en poussée pendant la fermeture. Vas-y, tu peux fermer l'anse. Bien toujours en aspiration. Ouais, bien aspirer. Ce qui va permettre d'avoir un maximum de lésions. Vas-y, ferme. Voilà. Voilà, t'es bien fermé. Voilà, donc on va y aller. Donc je suis en courant, bien sûr, d'endocoupe. Voilà. Juste le premier fragment. Voilà, tu vois, on n'a pas eu grand-chose finalement. Alors, on va rouvrir l'anse. Alors, ouvre à fond. Voilà, on n'était pas assez rapide. Vas-y, alors tu vas fermer. Vas-y, ferme rapidement. Voilà. On y va. Voilà. Donc on verra. Alors après on peut finir. Ouais, vous voyez, un caractère un petit peu. Je pense plus à une récidive. Hein. On voit que c'est bien fibreux quand même. Ouais, hein. c'est fibreux. Ah, oui, c'est ce qu'on pensait. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je pense que j'ai eu du mal à fermer mon anse dessus. C'est pour ça que là, on n'a pas pu l'avoir Bon, je m'excite pas tout de suite sur la partie arrière. On enlève le gros. J'y reviendrai. Alors, on va faire donc un deuxième ancrage derrière. Tu vas ressortir la pointe de l'anse. Voilà, un petit peu moins éventuellement. Voilà. C'est important de bien choisir son site.
sors un peu plus. Voilà, très bien. Voilà. Vas-y, ouvre. Alors non, referme un peu. Je suis pas parti dans le bon sens. Voilà, vas-y, rouvre. Non. Ouais, vas-y, rouvre. T'es ouverte à fond là? Alors. Voilà. Là, on est en train de glisser. Hop là. Ah. On a accroché. Voilà. Peut-être qu'on est même un peu trop sorti au niveau de la tu peux gaine. rentrer La ferme un un petit tout petit peu. peu, Essayer de Anaïs. la fermer un peu. Voilà, Ouais. pas plus. Voilà. Voilà, donc j'essaie d'en attraper un maximum. Bon, faut pas être trop gourmand non plus. Hein, Voilà, sachant que c'est fibreux en dessous, qu'on n'a pas pu bien surélever. On reste modéré. Voilà, on peut travailler la lésion quand même un petit peu. Vous voyez qu'il ne manque pas grand-chose pour prendre ce qu'il faut. Voilà, tu vas commencer à fermer. Toujours en aspiration. Voilà. Donc là, j'ai attrapé un bon fragment. Je pense que je suis pas trop mal. On y va. Voilà. Donc là, on est toujours au niveau de la lésion, Ah, vous ça c'est voyez. joli. Ouais. Donc là, on a pu effectivement faire la résection d'une bonne partie nodulaire. Voilà, vous voyez qu'en lavant, je pense qu'on a quand même effectivement une récidive, hein, c'est de la fibrose. Donc là, on va réinjecter dans la partie restante. Tant qu'on réinjecte, peut-être qu'on pourrait faire le point sur les risques d'hémorragie retardée post-résection des lésions colorectales. On propose un petit topo. À tout de suite. Je vais vous parler du risque de saignement retardé après la mucosectomie. Donc nous savons tous que l'hémorragie est un des deux grands risques de complications ou d'événements indésirables de la mucosectomie. Il s'agit d'une part d'une hémorragie péropératoire qui survient dans environ 2 à 3% des cas et qui bénéficie d'un traitement immédiat, un traitement endoscopique bien évidemment. Nous craignons un peu plus l'hémorragie retardée. Et là, on parle d'un événement qui survient dans 2,5 à quasi 10% des cas après la résection de grands polypes. Donc on parle de grands polypes quand on parle de polypes de plus de 2 cm. Par définition, il s'agit d'un saignement dans les 15 jours suivant le geste. Il y a, dans certaines définitions, une baisse du taux d'hémoglobine, plus ou moins une instabilité hémodynamique. Et certains auteurs impliquent la nécessité d'un geste interventionnel complémentaire, qu'il soit par endoscopie, par embolisation radiologique ou par chirurgie. Physiopathologiquement, il s'agit d'une chute d'escarre de l'ulcère induit par la cautérisation et qui expose donc les vaisseaux sous-jacents qui vont se mettre à saigner. Les facteurs de risque de l'hémorragie retardée a fait l'objet de plusieurs publications il y a quelques années. On a détecté comme facteur de risque principal la taille du polype, la localisation proximale, l'âge avancé, les comorbidités du patient, ainsi que la prise d'un traitement antithrombotique. Et donc les deux équipes qui ont travaillé dessus, donc les endoscopistes espagnols et australiens, ont essayé de classer les patients dans 3 groupes de risque faible jusqu'à risque élevé. Voici donc les premières tentatives de classifier. Le tout étant encore un petit peu complexe, on a essayé de simplifier. Et donc, au final, la classification qui est la plus récente et la plus simple inclut uniquement 4 critères. Le traitement antiagrégant ou anticoagulant, la localisation proximale,
la taille de plus de 4 cm, ainsi que les comorbidités et le statut ASA 3 à 4. Donc là, on a réinjecté un petit peu la lésion, ce qu'il en reste, parce que vous voyez qu'il en reste quand même un bon morceau. Donc on va reprendre plutôt l'anse de 20. C'est toujours embêtant hein, avec cette lésion qui... Je pense qu'elle accroche quand même un petit peu. Voilà, ouvre. Alors, ce qui peut se discuter d'ailleurs, ouvre à fond. Ouais, voilà. Ce qui peut se discuter d'ailleurs sur ce type de lésion, c'est effectivement quand il y a une récidive, de ne pas prendre de risque et de la disséquer. Voilà, ça c'est, on verra l'histo hein, à la fin, savoir qui avait raison. Vas-y, ferme. On y va. Hop, débarrasse du bout. Voilà, vas-y, ouvre. Donc c'est sûr que le positionnement, bon, d'une manière générale, c'est hyper important, mais alors là, encore plus. Ouais, je plaque, hein, je me plaque sur le pli. Ce qui est important, c'est de mettre effectivement son cathéter vraiment à la base voilà, du polype. Vas-y, ferme. Et toujours en aspiration, en se plaquant pour être sûr d'avoir un maximum de la lésion. Ok. Là, c'est aussi l'intérêt du capuchon. Voir ce qui reste derrière. Après sa résection. Mmh. Donc là, je ne vais pas prendre de risque hein, parce que j'aurai peut-être pas tout. Donc on va plutôt changer d'anse et je vais prendre une anse de 10. Alors, faut pas se faire avoir, hein, vous avez devant de l'œdème, hein, ça c'est vraiment de l'œdème, vous avez un pit pattern qui est normal, hein, Normal, devant, ouais. on n'est pas dans le polype là. En revanche, à l'arrière, effectivement, il reste quelque chose. Voilà, c'est cette zone centrale là qui nous pose problème. Ouais, cette zone centrale, bon, il faudra voir les histos, mais il n'est pas exclu que malheureusement, ce soit pas que de la récidive. Hein. Alors, on va peut-être réinjecter. Bon, l'autre possibilité, c'est de terminer à l'anse froide. Bon, je vais dire que là, on est parti sur de l'anse chaude, on va rester à l'anse chaude. Mais c'est vrai que cette zone-là, on voit bien la centrale blanchâtre. C'est effectivement soit la récidive fibreuse. Donc en sachant que même en traction, la dissection dans ces lésions récidivantes n'est pas forcément évidente. Hein. Donc vas-y, sors l'aiguille. Voilà, injecte. Voilà, top. Ok, on va prendre l'anse de 10. Alors, là, on va finir la résection de ce petit bout. Ce qui peut être intéressant maintenant, c'est de discuter... Les modalités de fermeture, l'intérêt de l'utilisation des clips dans la fermeture des brèches, des lésions en post-résection des lésions. Donc on vous envoie un petit topo. Donc il y a différentes techniques de prévention de l'hémorragie retardée. Les techniques de coagulation des vaisseaux visibles, que ce soit par une pince coagulante ou une pointe de lance. L'injection d'adrénaline est uniquement efficace dans le saignement immédiat, mais non retardé en raison de son effet limité dans le temps. Et puis, bien sûr, les techniques mécaniques, l'usage de clips. Et donc, comme nous le verrons tout à l'heure, l'usage systématique ne semble pas coût-efficace. Je vais vous présenter rapidement 3 études récentes qui cherchent justement à répondre à la question: y a-t-il un sous-groupe dans les mucosectomies qui pourrait bénéficier de la pose de clip et de la fermeture des lésions? Le premier essai est un essai espagnol randomisé sur 230 patients avec un score ou un risque élevé de saignement retardé. Et donc ce saignement retardé survient chez 12% des patients du groupe contrôle,
avec seulement 5% des patients traités qui ont été atteints par cette hémorragie tardive, ainsi que uniquement 1,5% chez les patients avec qui on avait fermé complètement la lésion. Il y a donc un bénéfice à fermer par clip les mucosectomies des lésions sessiles de plus de 20 mm chez ces patients. Il faut noter que l'effet protecteur est un peu limité car il y a beaucoup de fermetures incomplètes ou même non réalisables dans 15% des cas. Une deuxième étude américaine incluait quasiment 1000 patients. Une fermeture par clip des mucosectomies a été réalisée sur les polypes sessiles de plus de 20 mm et permettait de diminuer le risque d'hémorragie retardée de 7 à 3,5% et de manière significative. Cet effet protecteur semble être limité aux polypes du côlon proximal, et ça également de manière significative. Voici le schéma avec l'efficacité surtout proximale. Une dernière étude est un peu moins définitive dans ses conclusions. Il s'agit d'une étude randomisée sur 1000 ou plus de 1000 patients. La pose de clip a été réalisée après polypectomie de plus de 1 cm et ne réduit pas les hémorragies retardées. Cependant, il faut voir que dans cette étude ont été prises en compte les hémorragies uniquement importantes qui nécessitaient une transfusion, une nouvelle coloscopie ou un recours chirurgical. On y incluait également les polypes sessiles ou pédiculés dans un tiers des cas, et seuls 16% des polypes mesuraient plus de 20 mm. On note également une divergence des techniques, car uniquement un tiers des polypes étaient réséqués par mucosectomie. Et donc, pour conclure, il y a une méta-analyse qui est sortie récemment et qui montre qu'il y a un effet bénéfique de traiter sur 9 études randomisées, un effet faiblement bénéfique du groupe clip contre le groupe non clip. Cet effet est nettement plus parlant chez les patients qui ont bénéficié d'une résection d'un polype grand et d'une lésion proximale. Au total, on peut donc conclure qu'il n'y a pas de bénéfice à la fermeture prophylactique des mucosectomies de petite taille, donc de moins de 20 mm, ou qui seraient situées dans le côlon distal. En revanche, dans le sous-groupe des mucosectomies de polypes de grande taille de plus de 2 cm qui sont situés dans le côlon proximal, cette fermeture par clip doit être, dans la mesure du possible, réalisée en prévention de l'hémorragie retardée. Voilà, donc là, on termine la résection. Donc, je vous rappelle, j'ai pris une anse de 10. Voilà, j'ai pris un peu plus de muqueuse en arrière. Voilà. Bon, ce qui est très important, une fois qu'on a fini, qu'on pense avoir fini sa résection, c'est vraiment de reprendre la lésion dans son ensemble, avec un peu de recul, être sûr qu'on n'a rien oublié, parce que dans l'hypothèse où ce monsieur est déjà en récidive, c'est pas la peine de prévoir une autre récidive. Donc c'est une lésion qui fait qui est du côlon droit, qui fait plus de 2 cm, elle est fibreuse. Très honnêtement, surtout que je pense être d'astreinte, j'ai eu aucune envie de revenir la nuit prochaine. Je vais opter pour une fermeture, donc, comme on l'a vu, qui peut être judicieuse. Avant de fermer, Olivier, est-ce que tu vas brûler les berges de la lésion? Alors, effectivement, en discutant, j'ai un petit doute sur l'arrière. Là, j'ai l'impression qu'il y a une petite berge qui est pas, qui est peut-être pas, ça peut être un artefact de coagulation, mais ça peut être aussi une petite lésion résiduelle. Donc bon, vraiment, toutes les lésions macroscopiques, faut pas hésiter à reprendre et à resséquer. Vous voyez là, tu vois à gauche. Donc là, je pense, tu vois, plutôt que de brûler. Parce que brûler, bon, tu n'es pas sûr qu'il ne reste pas quelque chose d'enfoui. Moi, j'opte pour refaire une petite résection là, sur cette partie-là simplement. Hein. Voilà, là, vous voyez aussi l'intérêt du capuchon. Hein. En se plaquant, ça permet vraiment de voir très correctement les berges. Je ne suis pas sûr qu'il reste quelque chose. Peut-être un tout petit peu. On va reprendre l'anse de 10. Il vaut mieux être un peu plus large et sécuritaire. Voilà. Je pense que... Parce que brûler les berges, c'est pas si simple que ça. Si on a un petit doute, plutôt que de bricoler, honnêtement, reprendre sa résection, ça semble beaucoup plus opportun. Alors, voilà, tu vois.
Là, j'ai cette petite zone là. Voilà, vas-y, ferme. Voilà, Voilà. c'est bon. Donc là, Ok. Voilà, bon, j'ai complété un petit peu en arrière. voilà, là, on a de belles marges latérales quand même. Voilà, là, sur ce fragment-là, j'étais pas particulièrement inquiet. Non. Bon, allez, on va se le Un faire petit, aussi. voilà, comme ça, on est bien. Voilà, comme ça, on est tranquille. Comme ça, Là, on on va est juste réinjecter là. tranquille. Voilà, pour retirer ce petit pont. Et on voit Entre les l'indication de la petite anse hein, qui nous aide bien à être précis dans les petits îlots résiduels. Ouais, là, Les tu vois, petites, sur voilà, l'avant, il y a les peut-être un petits tout doutes, petit voilà. quelque chose sur l'avant là. Ça atteint un petit peu la zone fibreuse, autant l'enlever. Alors, vas-y, sors. Vas-y, injecte. Voilà, ça se surélève bien. Voilà, top. On va reprendre l'anse. De 10 pour finir ça. On voit bien les lacis vasculaires de la sous-muqueuse juste en dessous, là, qui pour l'instant ne saignent pas. Donc c'est bien. Ah, on voit bien là-bas aussi. Ouais. Peut-être Ah. un petit trou. Hein. Mm. Donc là, c'est pareil, hein, pas de panique. Donc on est au CO2. Ça va nous donner une indication de plus Pour la fermeture. pour la par clip. fermeture. Ouais. Ce qui est important hein, quand vous avez un trou, c'est de finir son geste. Vas-y, ouvre. Voilà, faut vraiment finir son geste tranquillement, vas-y. Parce que c'est une fois que vous avez mis les clips, évidemment, il n'est plus question de pouvoir fermer correctement une brèche. Voilà, c'est terminé. Donc on va passer à la fermeture de la lésion. Bon, toujours ce qu'il faut, c'est de garder son calme. Voilà, la Alors, patience. D'où l'intérêt aussi, ça on le dit, mais dans les programmations, toujours vérifier d'avoir des plages suffisantes. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se sentir pressé par le temps. C'est là où on commence à faire n'importe quoi. Donc quand on prévoit une résection, il faut prévoir la plage d'endoscopie qui va avec. Hein. Et d'où l'intérêt aussi de bien référer les lésions avec des photos, avec une description de la lésion parfaite pour que évidemment l'opérateur calcule des bons temps d'endoscopie. Hein. Voilà, bon, de toute façon, j'ai plus beaucoup de place pour mettre un clip. Là. Oui, il manque pas grand-chose, mais on est limité par cette brèche postérieure. Ça va. Le ventre n'est pas trop gonflé. Voilà, on va essayer là. Ok. Vas-y, voilà. Là, on est bien Ouvre. exposé. Ah, évidemment, il ne faut pas prendre. Voilà. Ouais, très bien. Voilà. Vas-y. Ferme. Ouais, largue. Bon. Ok. Si tu as encore un grand, essaie de me le mettre là derrière et puis après je pense que ça va être bon. Vas-y, ouvre. Voilà, idéalement, ce serait par là. Alors, ferme. Largue pas. Ouais, largue. Bon. Je pense que c'est difficile de faire mieux, là, vu les difficultés techniques. Ouais. Bon, écoutez, de toute façon, on vous tiendra au courant. Non, mais je pense que bon, là, c'est fermé. Voilà, donc là maintenant, pour éviter des inquiétudes inutiles, je vais bien l'exsuffler. On va bien sûr récupérer les fragments avec une anse affilée.
Et puis, écoutez, on va en rester là et on vous tiendra bien évidemment informé de l'évolution et de l'histologie définitive de ce polype, à savoir si c'est vraiment une récidive ou si malheureusement c'était une lésion évolutive. Voilà, merci Irina. Merci Olivier. Le prochain cas concerne un patient de 66 ans sans antécédent particulier, si ce n'est un antécédent personnel d'adénome infracentimétrique en dysplasie de Bagrad réséqué il y a 6 ans. Il n'y a pas de plainte fonctionnelle particulière, il vient donc pour une coloscopie de contrôle. Les objectifs pédagogiques sont de discuter les recommandations de surveillance post-polypectomie en fonction des résultats de l'examen. Et les opérateurs sont le docteur Joël Lacroute et le docteur Jérôme Huppert. Joël, on est en coloscopie de dépistage. C'est un contrôle post-polypectomie. Alors justement, j'avoue être un petit peu perdu avec les nouvelles recommandations. Est-ce que tu pourrais me refaire un peu le point sur les indications, les délais de contrôle qu'on voit un peu plus clair avec les nouvelles recos? Voilà, écoute, je te propose quelques éléments de réponse de la SFED, des dernières recommandations de la SFED en quelques diapositives. Comme vous le savez, la polypectomie diminue le risque de cancer colorectal et de mortalité spécifique. En France, près de 20% des coloscopies sont faites dans le cadre de surveillance après polypectomie. Mais la surveillance post-polypectomie diminue-t-elle le risque de cancer colorectal, de mortalité par cancer colorectal? Nous disposons maintenant, depuis récemment, de nombreuses études de cohorte qui ont permis de montrer qu'il existe un risque élevé de cancer colorectal et de mortalité après polypectomie pour les patients avec plus de 5 adénomes ou au moins un adénome de plus d'1 centimètre ou un adénome en dysplasie de haut grade ou un polype festonné avec dysplasie ou un polype festonné de plus d'1 centimètre. Pour ces patients, le risque est supérieur à une population de patients sans adénome. L'incidence du cancer colorectal est multipliée par 3 et la mortalité multipliée par 2,6. Et l'efficacité de la coloscopie de surveillance est prouvée. Ainsi, la SFED recommande une coloscopie à 3 ans en cas de résection de polypes à risque élevé. Les études de cohorte ont également permis de faire remarquer qu'il existe un risque faible de cancer colorectal et de mortalité après polypectomie pour les patients avec moins de 5 adénomes, tous de taille inférieure à 10 mm et en dysplasie de Bagrad, pour les patients avec moins de 5 polypes festonnés, tous de taille inférieure à 10 mm et sans dysplasie. Pour ces patients, le risque est comparable à une population de patients sans adénome. L'incidence du cancer colorectal est relativement faible à 10 ans, de l'ordre de 0,44%, et la mortalité spécifique est de l'ordre de 0,03%. Ainsi, les recommandations SFED 2021 proposent, en cas de coloscopie normale ou de résection de polypes hyperplasiques de moins de 10 mm, une consultation de prévention à 5 ans. De même, en cas de résection d'un ou de petits adénomes en dysplasie de Bagrad, une consultation de prévention à 5 ans. Durant cette consultation, en fonction de l'espérance de vie du patient, de ses comorbidités, des facteurs de risque héréditaires et non héréditaires, on pourra proposer de façon personnalisée un dépistage, soit par un retour au FIT, soit par une coloscopie à 10 ans, soit par une abstention de poursuite du dépistage. En cas de résection de 3 ou 4 adénomes, tous de taille inférieure à 10 mm, et en dysplasie de Bagrad, ou en cas de résection de polypes festonnés, on proposera une coloscopie à 5 ans. Quelques cas particuliers, s'il est réséqué plus de 10 adénomes, on proposera une coloscopie à 1 an couplée à une consultation d'oncogénétique. En cas de résection d'un polype par mucosectomie fragmentée de plus de 20 mm, on propose une coloscopie à 6 mois, puis à 18 mois, avec une exploration minutieuse de la cicatrice et des biopsies en cas d'anomalie visible. Enfin, en cas de cancer, si la coloscopie initiale n'était pas complète, on proposera une coloscopie dans les 6 mois. Si la coloscopie initiale était complète, un contrôle à 1 an, puis à 3 ans sera proposé. En conclusion, ces recommandations de surveillance ne s'appliquent bien sûr qu'en cas de coloscopie initiale de haute qualité. La surveillance post-polypectomie est indispensable en cas de résection de polypes à haut risque lors de la coloscopie initiale. En cas de résection de polypes à bas risque, une consultation spécialisée à 5 ans avec évaluation personnalisée du risque est recommandée. Enfin, il est indispensable de remettre au patient une information orale et écrite
sur la surveillance proposée. Ok, alors nous sommes arrivés dans le bas-fond sécal. La qualité de préparation est bonne. Il y a un petit peu de mousse, mais on va s'en débarrasser assez facilement. Donc, pendant que Joël commence la descente rigoureuse et lente du Colon, je vous propose un petit topo de Patrick Lévy et Charline de ce pasteur concernant le stockage des endoscopes. Et on se revoit à la fin pour faire un peu le bilan et surtout pour définir la conduite à tenir chez ce patient et donc son dépistage pour la suite. Le Tipfood est un équipement pour sécher les appareils, les canaux des endoscopes. Il y a 3 sorties qui correspondent aux canaux de l'endoscope, donc que je vais brancher sur un endoscope Olympus. Je choisis le programme de séchage. Ça dure à peu près 2 minutes 30. Donc c'est un flux qui est très puissant qui va permettre de sécher les canaux. Et ensuite, il va y avoir le conditionnement de l'appareil dans un plasma bag. Donc nous allons stocker l'appareil, le conditionner dans un sac. Le conditionnement est fait, nous allons injecter de l'ozone pour le stockage. Programme qui dure 5 secondes. C'est très rapide, hein. Donc on a vu 2 minutes 30 pour le séchage, ensuite on sèche l'extérieur de l'appareil et ensuite on le conditionne. Et il faut simplement 5 secondes pour avoir l'injection d'ozone. Ensuite, c'est terminé. Donc, c'est conditionné dans une boîte. Et cette boîte. Et donc, l'apprentissage est simple pour les infirmières qui Tout à fait. Ça, l'apprentissage Tout à fait. Une formation très courte et très simple. D'accord. On a donc là quelque chose qui est une alternative aux E7, qui sont donc ces grands armoires de stockage qui donc sont largement utilisés, mais qui ont effectivement des volumes, qui occupent un volume important et des coûts importants. Et là, on a donc un stockage des endoscopes qui peut se faire de façon relativement simple, aisée et relativement économique, avec un système qui a été validé par Biotech Germande sur donc des durées respectivement de 24 heures, 72 heures et même jusqu'à 31 jours. En pratique, dans les structures, la durée de validation pour ce processus est entre 3 et 7 jours. Nous l'avons, nous, validé sur site, puisqu'une validation sur site est obligatoire, et donc une validation qui a été validée chez nous sur 5 jours. Alors, de retour sur ce cas de la coloscopie de dépistage, donc Joël est descendu régulièrement, et donc grâce au module d'intelligence artificielle de chez Olympus, on a pu détecter ce petit polype que Joël s'apprête à réséquer avec lance froide. Donc nous voilà. On parle bien sûr de la qualité de préparation qui est excellente. On a eu quelques petits soucis au début, surtout dans le côlon droit où on avait pas mal de mousse. Et donc, dans ces cas-là, ici dans notre centre, on a une petite astuce qui consiste à adjoindre un petit peu de Siméticone à notre eau de rinçage qu'on utilise donc avec la pompe de rinçage pour permettre de réduire cette mousse et avoir une qualité de préparation vraiment, vraiment excellente. Donc là, il y a un peu de liquide clair que Joël aspire et qui nous permet donc de récupérer la pièce. Enfin, la pièce, le petit polype. Voilà, donc on est dans le... On va être... il y a peut-être un deuxième petit polype. Voilà, un deuxième petit polype. Alors, on va prendre lance froide.
Anaïs. Donc là, c'est notre deuxième petit polype sur l'ensemble du côlon. On est dans le sigmoïde à 35 cm. Donc on ne s'attend pas à de grandes surprises. Si tout cela restait stable et qu'on avait donc 2 petits adénomes, Joël, est-ce que tu ouvres? Eh bien, dans ce cas-là, selon les dernières recommandations de la SFED que nous venons de voir, il faudra programmer chez ce patient une consultation spécialisée de prévention à 5 ans. Autrement dit, une consultation où on discutera avec le patient en fonction de son espérance de vie, de ses comorbidités, d'autres critères, si on propose un retour au FIT ou une coloscopie à 10 ans. Très bien. Donc, voilà. Le fermer mot-clé, c'est le dépistage individualisé. C'est vraiment de s'adapter à la situation du patient et, dans ces cas, de décider communément de la conduite à tenir. On a du mal à l'enlever, hein, ce petit polype. Ouais, c'est toujours les petits polypes qui sont les plus embêtants. On aurait pu prendre la pince. D'ailleurs, vas-y, ferme. Voilà, ferme. Vas-y, coupe. Et on coupe. Voilà. Donc Olivier, on va revenir sur les résultats de ce polype qui était difficile à enlever. Qu'est-ce que ça a donné? Alors, écoute, donc effectivement, j'avais opté pour la résection fragmentée. Heureusement, donc effectivement, l'histologie, avec une relecture que j'ai quand même demandé, conclut à l'adénome tubulovileux en dysplasie de haut grade. Il n'y a pas de cancer. Voilà, donc ça confirme ce que je pensais initialement, c'est-à-dire la lecture de la lésion, elle n'était pas très inquiétante. J'avais plutôt l'impression que c'était une récidive sur cicatrice. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de la résection, j'ai commencé à avoir un petit peu peur, à me demander si il n'y avait pas du cancer en dessous. La première impression était la bonne, mais là j'allais dire que c'est un coup de dé, hein, presque. Si j'avais vraiment pas eu cette notion de probable récidive sur cicatrice, j'aurais été beaucoup plus inquiet. Voilà. Donc non, là c'est plutôt rassurant, ce qui n'empêche qu'il faut faire un contrôle effectivement précoce pour vérifier qu'il n'y ait pas de récidive précoce. Enfin, quand je dis précoce, c'est 6 mois. Et puis donc j'ai pu rassurer le malade. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Parfait.